au cœur du XVIIIe siècle, une ère qui se vantait d'être le siècle des Lumières, où la raison commençait à dissiper les ténèbres de l'obscurantisme. Paris fut le théâtre d'un spectacle d'une barbarie archaïque et d'une cruauté qui rivalisait avec les tourments les plus sombres du Moyen Âge. Le 28 mars 1757, la place de Grève, lieu traditionnel des exécutions publiques, était noire de monde. La foule, avide de spectacle et de justice royale, attendait l'exécution d'un homme. Robert-François Damiens, dont le nom allait s'inscrire dans les annales comme le dernier supplicié à subir le rituel complet du châtiment des régicides en France. Son crime, avoir tenté d'assassiner le roi Louis XV. Ce qui se déroula ce jour-là ne fut pas une simple exécution, mais une orgie de douleur. Un ballet macabre de torture méthodique qui dura plus de 2 heures, défiant la résilience du corps humain et l'entendement de ceux qui en fuyaient les témoins. Il fallut des tentatives répétées. Et la maladresse ou la cruauté calculée du bourreau pour que Damiens, au terme d'une agonie insoutenable, rende enfin l'âme. Des philosophes éclairés au simple badaud, beaucoup détournèrent le regard, incapables de soutenir le spectacle d'une telle sauvagerie étatique. Sa main, celle qui avait tenu le couteau, fut brûlée au soufre. Sa chair fut arrachée par des tenailles rougies au feu. Dans ses plaies béantes furent versées des substances. Fusion in zion ion qui penso. Fofio, fond in pan fondu, huile bouillante, résine ardente, et enfin, le supplice des 4 chevaux, censé l'écarter, se mua en un échec répété, prolongeant l'horreur bien au-delà de toute limite concevable. Ce n'était pas seulement la punition d'un individu, mais une démonstration glaçante de la puissance absolue du monarque. Une réaffirmation par la douleur la plus extrême de l'ordre divin et de l'intouchabilité du corps royal. C'était un message brutal, gravé dans le sang et la chair, destiné à imprimer la peur et l'obéissance dans le cœur de chaque sujet. L'exécution de Damiens, dans sa violence extrême et sa théâtralité macabre, marqua un point de bascule dans l'histoire de la pénalité. Elle força l'Europe à regarder en face la barbarie de sa propre justice et souleva des questions fondamentales qui allaient résonner bien au-delà des cris du supplicié, annonçant l'émergence d'une nouvelle ère où la raison contesterait la légitimité de telle cruauté. L'histoire de Damiens est souvent réduite à l'anecdote de son atroce supplice, un fait divers, macabre dans les annales des crimes royaux. On se souvient du bourreau, de la place de Grève, et de la durée interminable de sa souffrance. Cependant, se limiter à la description de sa mort, aussi horrifique soit-elle, c'est passer à côté de la dimension bien plus sinistre et provocante de cet événement. La réalité est que l'exécution de Robert-François Damiens fut bien plus qu'une simple punition pour une tentative de régicide. Ce fut une mise en scène politique d'une cruauté calculée, un acte de terreur d'État destiné à réaffirmer, par la douleur la plus absolue, la nature sacrée et intouchable de la monarchie de droit divin. Ce n'était pas la simple application d'un code pénal, mais une liturgie de la souffrance, une démonstration de puissance dont la violence était proportionnelle à la peur d'un pouvoir royal de plus en plus contesté. L'énigme ne réside pas dans sa culpabilité, Damiens n'a jamais nié avoir poignardé le roi, mais dans la disproportion monstrueuse entre son acte, une blessure superficielle. À peine 1 centimètre de profondeur, faite avec un petit couteau et la sauvagerie inouïe de sa punition. Pourquoi une telle démesure dans la torture, dans un siècle qui se voulait éclairé et raisonnable? La réponse est plus complexe que la simple vengeance. Les manuels d'histoire abordent souvent cet épisode comme une relique d'un passé barbare. Mais ils omettent de souligner que cette barbarie fut un choix délibéré. Une performance théâtrale dont chaque détail visait à graver la peur et le respect dans le corps social.
L'exécution de Damiens fut la dernière tentative éclatante de la monarchie française de faire corps avec la loi, de fusionner le crime de lèse-majesté avec le sacrilège, transformant l'assassin du roi en l'ennemi de Dieu et de l'ordre cosmique. Les tortures ne furent pas seulement physiques, elles étaient symboliques, visant à démembrer non seulement le corps de l'homme, mais aussi son âme, sa dignité et son image publique. Le supplice de Damiens est un miroir sombre, de la peur du pouvoir face à la contestation. Un acte désespéré de la monarchie pour affirmer son omnipotence avant que les Lumières ne la balayent définitivement. C'est le hurlement du nerf qui s'éteint, refusant d'admettre sa fin, et s'accrochant à la violence la plus archaïque pour tenter d'imprimer sa dernière marque. La mort de Robert-François Damiens fut bien plus qu'une simple exécution. Elle fut un spectacle politique d'une cruauté systématique, orchestré pour réaffirmer le pouvoir divin et absolu de la monarchie française à une époque où il était de plus en plus contesté. La thèse centrale de notre récit est que le supplice de Damiens, avec sa démesure horrifiante, était une liturgie de la violence d'État, conçue pour graver dans les esprits la toute-puissance du roi et l'intolérabilité de toute atteinte à sa personne. Par la démonstration d'une douleur absolue et codifiée, ce n'était pas une vengeance aveugle, mais une stratégie de terreur, une mise en scène théâtrale de la souveraineté. Nous explorerons comment le corps du régicide fut transformé en un tableau vivant de la justice royale. Chaque torture étant chargée d'un sens symbolique profond, la main brûlée pour le geste sacrilège, la chair arrachée pour l'atteinte à la majesté, les substances en fusion pour le châtiment du blasphème, et l'écartèlement pour la fragmentation du traître à l'ordre cosmique. L'horreur réside dans la froideur de cette planification, dans la déshumanisation méthodique du supplicié, et dans la complicité forcée d'une foule qui, malgré l'effroi, était invitée à participer à ce rituel de réaffirmation du pouvoir. Ce supplice, loin d'être un simple fait divers médiéval, fut un acte de résistance désespérée de la monarchie de droit divin face aux idées des Lumières qui commençaient à éroder son autorité. C'était le chant du cygne de l'ancienne pénalité, un cri brutal qui, paradoxalement, contribua à accélérer sa propre disparition. Le supplice de Damiens est un avertissement intemporel sur la manière dont les régimes menacés peuvent recourir à la violence la plus extrême et la plus théâtrale pour tenter de maintenir leur emprise, et sur la fascination terrifiante que de tels spectacles peuvent exercer sur l'imaginaire collectif, laissant des traces profondes sur la conscience d'une nation. L'exécution de Damiens se déroula en plein cœur du XVIIIe siècle, une période d'une effervescence intellectuelle et sociale sans précédent, connue sous le nom de siècle des Lumières. Ce contexte est crucial pour comprendre la disproportion de son supplice. La France, sous le règne de Louis XV, était encore une monarchie absolue de droit divin, où le roi était considéré comme le représentant de Dieu sur terre. Son corps sacré et intouchable. Toute atteinte à sa personne était non seulement un crime de lèse-majesté, mais aussi un sacrilège, une offense directe à Dieu lui-même. La punition devait donc être à la hauteur de cette double offense, purgeant non seulement l'individu, mais aussi le corps social du blasphème commis. Cependant, cette vision archaïque du pouvoir commençait à être sérieusement ébranlée. Les philosophes des Lumières, Rousseau, Montesquieu, Diderot prônaient la raison, la liberté individuelle, la tolérance religieuse et la séparation des pouvoirs. Leurs idées, diffusées par les salons, les clubs et la littérature, clandestine, critiquaient ouvertement l'absolutisme, les privilèges de la noblesse et du clergé, et l'arbitraire de la justice, la notion de contrat social, où le pouvoir émane du peuple et non de Dieu, gagnait du terrain, sapant les fondements même de la monarchie.
Dans ce climat intellectuel effervescent, les châtiments corporels publics, hérités du Moyen Âge, commençaient à être perçus comme barbares et inhumains. Des voix s'élevaient, comme celle de Cesare Beccaria en Italie, dont le traité « Des délits et des peines » parut en 1764 pour critiquer la cruauté des peines, l'iniquité des procédures et l'inefficacité de la torture. On commençait à privilégier une justice plus proportionnelle, plus dissuasive par sa certitude que par sa barbarie. La société française elle-même était traversée par de profondes tensions. Les caisses de l'État étaient vides. La noblesse et le clergé conservaient leurs privilèges fiscaux. Et le peuple, écrasé par les impôts et la misère, manifestait un mécontentement croissant. Le roi Louis XV, malgré son surnom de bien-aimé au début de son règne, était devenu impopulaire. Sa politique étrangère contestée, ses maîtresses notamment Madame de Pompadour, et son indécision politique avaient érodé son prestige et la confiance du peuple envers la monarchie. L'attentat de Damiens, bien que l'acte d'un déséquilibré, fut perçu par la cour comme le symptôme d'un mal plus profond, une atteinte symbolique à l'autorité royale dans un contexte de contestation croissante. L'exécution de Damiens, dans sa démesure, fut donc une tentative désespérée et archaïque de la monarchie de réaffirmer sa force et sa légitimité face à un monde en mutation. Un dernier cri de l'Ancien Régime face aux Lumières qui annonçait sa fin. Le protagoniste de ce drame sanglant était Robert François Damiens, un homme dont l'existence fut aussi insignifiante que sa mort fut retentissante. Né en 1715 dans une famille modeste d'Arras, Damiens était un homme à l'existence précaire et errante. Il avait servi comme domestique dans différentes maisons nobles et bourgeoises de Paris, accumulant au fil des ans une amertume et un ressentiment profond envers l'ordre établi. Son parcours de vie était celui d'un homme instable, marginalisé, qui peinait à trouver sa place dans une société rigide et hiérarchisée. Il avait une réputation de caractère difficile, de tendances violentes et de propos jugés parfois subversifs. Ses employeurs successifs le congédiaient pour ses colères ou son manque de fiabilité. Cette existence de déclassé social, ballottée de place en place, alimenta en lui une haine sourde et une frustration grandissante. Damiens était également un homme tourmenté par des convictions religieuses ambiguës, mêlant piété populaire et jansénisme, un courant rigoriste du catholicisme alors en conflit avec la hiérarchie officielle. Il était particulièrement sensible aux querelles entre le Parlement qui s'opposait au roi et aux jésuites et la couronne, interprétant ces conflits comme le signe d'une décadence morale et religieuse de la monarchie. Il fréquentait les milieux parlementaires et les jansénistes, où l'on critiquait ouvertement Louis XV, jugé faible, indécis et corrompu par ses mœurs et ses maîtresses. Damiens, dans sa simplicité d'esprit, interprétait ces critiques comme un appel à agir pour le bien du royaume et le salut du roi. Il s'imaginait être un instrument divin, choisi pour alerter le monarque de ses erreurs et le ramener sur le droit chemin, quitte à le blesser pour le sauver. Il ne cherchait pas à tuer le roi, mais à le secouer, à le forcer à changer de politique, notamment sur les questions religieuses. Cette conviction, mêlant zèle religieux, troubles psychologiques et frustration sociale, le poussa à commettre l'acte impensable. Il n'était pas un grand conspirateur ou un révolutionnaire éclairé, mais un homme seul, mu par une vision déformée de son devoir, qui allait, par son geste désespéré, déclencher la dernière et la plus spectaculaire des démonstrations de la justice d'Ancien Régime, inscrivant à jamais son nom dans la mémoire des supplices les plus atroces de l'histoire de France. Le geste désespéré de Robert François Damiens, bien qu'isolé dans son exécution, puisait ses racines dans un terreau de mécontentement
et de divisions profondes qui minaient la société française du XVIIIe siècle. L'origine du conflit n'était pas tant un complot organisé qu'une convergence explosive de tensions politiques, sociales et religieuses. Sur le plan politique, le règne de Louis XV était marqué par une impopularité croissante. Après les premières années de son règne, où il fut surnommé le bien-aimé, le roi avait déçu. Ses politiques fluctuantes, son manque de fermeté, ses défaites militaires et surtout ses mœurs personnelles, notamment l'influence de ses maîtresses comme Madame de Pompadour, érodaient son prestige et sa légitimité aux yeux du peuple et d'une partie de la noblesse. L'image d'un monarque faible et corrompu contrastait avec l'idéal d'un roi juste et paternel, semant le doute sur la nature divine de son autorité. La crise financière était également un facteur crucial. Le royaume était endetté. Les impôts pesaient lourdement sur les classes populaires, et l'opulence de la cour contrastait violemment avec la misère du peuple. Ce décalage alimentait un ressentiment croissant et une critique acerbe de l'absolutisme. Sur le plan religieux, la France était déchirée par la querelle janséniste, le jansénisme. Un courant rigoriste du catholicisme s'opposait à l'autorité royale et papale sur certaines questions doctrinales et était soutenu par une partie influente du Parlement de Paris. Louis XV, en tentant de réprimer les jansénistes et d'imposer l'autorité de l'Église gallicane, s'aliénait une partie de la population pieuse qui voyait dans ces persécutions une atteinte aux libertés religieuses et une dérive tyrannique du pouvoir. Damien, imbibé de ces critiques et de cette ferveur religieuse, s'identifiait aux jansénistes et aux parlementaires, percevant le roi comme un monarque faible, égaré et coupable de persécuter la vraie foi. Enfin, la psychologie individuelle de Damien joua un rôle. Homme instable, marginalisé, ayant connu l'échec professionnel et personnel, il était particulièrement sensible à ses discours de contestation. Sa frustration sociale se mêlait à une forme de zèle religieux déformé, le poussant à croire qu'il devait agir pour avertir le roi, pour le ramener dans le droit chemin et ainsi sauver la monarchie et la France de la damnation. L'attentat de Damien fut donc l'expression violente et solitaire de ces tensions profondes, un symptôme du mal-être d'une nation au bord de l'effondrement. Face à l'acte solitaire et désespéré de Damien, la contre-force se manifesta sous la forme d'un système monarchique, judiciaire et social, en pleine crise, mais déterminé à réaffirmer sa toute-puissance par un châtiment exemplaire. La première et la plus écrasante de ces forces fut l'État monarchique lui-même, personnifié par Louis XV et son appareil judiciaire et administratif. Malgré son impopularité grandissante, le roi restait le détenteur de la souveraineté absolue, et toute atteinte à sa personne était considérée comme une attaque contre l'ordre divin. Le pouvoir royal, secoué par l'attentat, réagit avec une brutalité archaïque. Cherchant à restaurer son prestige par la terreur, les ministres, les juges et les hauts fonctionnaires, soucieux de leur propre survie et de la stabilité du régime, furent les instruments de cette répression impitoyable. La justice d'Ancien Régime, avec ses procédures inquisitoriales et son recours systématique à la torture, fut la deuxième force implacable, inspirée par le principe que le régicide était un crime qui appelait à une peine extraordinaire. Cette justice visait non seulement à punir le coupable, mais aussi à purifier le corps social du mal. Le procès de Damiens ne fut pas une recherche de la vérité psychologique, mais une démonstration de l'omnipotence de l'État, où la confession, obtenue par la torture, était la preuve de la souveraineté du roi. La doctrine religieuse, en particulier la notion de lèse-majesté divine, constitua une force idéologique puissante. Le crime de Damiens était perçu comme un sacrilège,
un blasphème contre le corps sacré du monarque, représentant de Dieu sur terre. Cette dimension religieuse justifiait la cruauté des peines, censées expier l'offense et restaurer l'ordre divin. Le clergé, gardien de cette orthodoxie, valida la sévérité du châtiment. Enfin, la foule parisienne elle-même, bien que souvent agitée par le mécontentement, devint une force paradoxale. Habituée au spectacle des exécutions, elle était à la fois avide de voir le châtiment du criminel et, pour une partie d'elle-même, potentiellement complice de l'ordre établi par sa simple présence et son approbation. Cette soif de spectacle et de justice populaire, même si elle masquait parfois des frustrations, fut instrumentalisée par le pouvoir pour légitimer la violence étatique. Ces forces combinées se liguèrent contre un seul homme, Robert-François Damien, dont le corps allait devenir le terrain d'une ultime bataille symbolique pour la survie d'un système politique et de ses fondements. L'incident déclencheur qui précipita Robert-François Damien dans les abîmes d'une souffrance sans nom fut son geste solitaire. Le 5 janvier 1757, alors qu'il tentait d'assassiner le roi Louis XV. Ce jour-là, aux alentours de 18 heures, le roi se préparait à monter dans son carrosse. Quittant le château de Versailles pour le Trianon, une petite foule de courtisans et de curieux était rassemblée dans la cour de marbre pour le saluer. Damien, se fondant dans la masse des domestiques et des officiers, s'approcha discrètement du monarque. À peine Louis XV eut-il mis un pied sur le marchepied de sa voiture qu'il sentit une vive douleur dans le flanc droit. Un homme que le roi ne reconnut pas immédiatement s'éloigna rapidement. Le roi porta la main à sa hanche et sentit une humidité. « On m'a frappé, dit-il, ce misérable m'a blessé. » La blessure, faite avec un petit couteau de poche, n'était qu'une éraflure superficielle, à peine 1 centimètre de profondeur. Elle était plus symbolique que dangereuse physiquement. Cependant, la nature du crime, une atteinte directe au corps sacré du roi, fut perçue comme un choc immense pour la monarchie et la cour. Damien, après son geste, ne tenta pas de s'échapper. Il resta sur place, stupéfait par son propre acte, ou peut-être désireux d'être appréhendé. Il fut rapidement maîtrisé par les gardes et les courtisans, et fut immédiatement interrogé dans une pièce du château. L'incident déclencha une panique générale à Versailles et à Paris. La nouvelle de l'attentat contre le corps du roi, même si la blessure était légère, fut un coup de tonnerre. Les autorités, craignant une conspiration plus vaste ou un complot janséniste, réagirent avec une fureur démesurée. Le geste de Damiens, bien que l'acte d'un déséquilibré isolé, fut interprété comme le symptôme d'un profond malaise dans le royaume. Une atteinte symbolique à l'autorité royale dans un contexte de contestation croissante des Lumières. L'attentat de Damien devint ainsi le catalyseur qui allait pousser la monarchie à une démonstration de force sans précédent, transformant le corps du régicide en un théâtre de la souveraineté, le préparant à l'un des supplices les plus mémorables et les plus brutaux de l'histoire. L'arrestation de Robert-François Damien, immédiatement après son geste audacieux, marqua le début de sa descente aux enfers. Une chute non pas physique dans un premier temps, mais psychologique et sociale, le transformant en un objet de l'État. Dès qu'il fut maîtrisé, Damien fut emmené dans une pièce du château de Versailles, où les premiers interrogatoires commencèrent, la cour, et en particulier le duc d'Ayenne. Puis le ministre de la Marine, Rouillé, le soumirent à un interrogatoire féroce et immédiat, cherchant à connaître ses complices et ses motivations. Damien, désorienté par son acte et la présence des puissants, répondit d'abord de manière confuse, affirmant qu'il ne souhaitait pas tuer le roi,
mais simplement l'avertir et le forcer à rétablir l'ordre. Cette incapacité à articuler un motif clair et l'absence apparente de complices furent des premiers signes de sa déchéance aux yeux du pouvoir. Le fait qu'il n'était pas un grand conspirateur, mais un individu isolé et tourmenté, rendit sa punition d'autant plus symbolique. Le corps de Damiens devint immédiatement le premier objet de cette justice. Il fut fouillé, dépouillé, et on examina chaque parcelle de sa personne pour trouver des indices ou des signes de sorcellerie, de complot. Ses vêtements, ses maigres possessions, tout fut saisi. Il fut ensuite transféré de Versailles à Paris et enfermé à la Conciergerie, la prison la plus redoutée de la capitale, l'antichambre de la mort. Son isolement fut total, il fut placé dans une cellule spéciale, sous surveillance constante, coupé de tout contact avec l'extérieur, ses moindres mouvements étant épiés par les gardes. Cette solitude absolue, combinée à la brutalité des premiers interrogatoires, il fut rapidement soumis à la question ordinaire et extraordinaire des formes de torture visant à lui extorquer des aveux sur ses complices et l'étendue du complot, bien qu'il avoua jamais de complot plus vaste. La douleur physique et la pression psychologique firent leur œuvre, minant sa résistance et le réduisant à une figure hagarde et épuisée. Ses premières plaintes, ses supplications, furent ignorées, car le système était déjà déterminé à le transformer en un exemple. La presse et les pamphlets s'emparèrent de son histoire, le dépeignant comme un monstre, un fanatique, un instrument du diable ou un pion manipulé. L'opinion publique, déjà chauffée à blanc, attendait un châtiment exemplaire. La déchéance de Damien fut donc rapide de l'homme anonyme. Il devint le criminel le plus célèbre de France, mais aussi le plus haï. Son corps et son esprit étant déjà préparés à devenir les instruments d'un spectacle d'État. Une fois Damien sous les verrous et les premiers interrogatoires effectués, l'escalade vers son supplice ne fut pas une progression linéaire, mais une spirale descendante de violence et d'humiliation, orchestrée par un pouvoir obnubilé par la réaffirmation de sa souveraineté. La première étape fut l'intensification des interrogatoires sous la question. Damien fut soumis à des sessions de torture de plus en plus brutales et répétées, alternant la question ordinaire, serrement des jambes, et extraordinaire écartèlement et broiement des membres. Les magistrats et les geôliers s'acharnaient, non pas tant pour obtenir de nouvelles informations, car Damien persistait à nier toute complicité, mais pour briser sa résistance, le réduire à un état de soumission absolue, et le forcer à confirmer des aveux qui légitimeraient l'ampleur de la peine à venir. La douleur physique, atroce, le déchira, mais l'objectif était aussi de le briser psychologiquement, de le priver de tout sens de soi avant son exécution publique. Parallèlement, l'instrumentalisation de son corps s'intensifia. Damien fut examiné par des médecins, non pour le soigner, mais pour évaluer sa résistance à la douleur et à la mort, afin d'adapter les modalités de son supplice. Chaque parcelle de son être fut scrutée, anticipant la manière dont sa chair allait être démembrée. Son corps, bien que vivant, était déjà considéré comme un simple matériau pour la démonstration de la justice royale. Le procès, qui suivit les interrogatoires, fut une farce judiciaire, menée par le Parlement de Paris. Il fut une succession de formalités où la culpabilité de Damien était préétablie et où l'objectif était de justifier la peine la plus sévère. Damien, sans avocat ni véritable défense, fut confronté à des juges déjà convaincus de son crime et de la nécessité d'un châtiment exemplaire. Sa voix, déjà affaiblie par la torture, ne fut pas vraiment entendue. La sentence elle-même
fut une escalade dans l'horreur. Les juges, réunis en une sorte de conseil de guerre contre l'individu, prononcèrent le châtiment le plus atroce réservé aux régicides, la condamnation à être écartelé, après avoir subi l'amende honorable et diverses tortures préliminaires. Cette sentence était une démesure calculée, une disproportion terrifiante entre la blessure infligée et la peine décrétée, visant à imprimer la peur et l'obéissance dans le cœur de chaque sujet. Enfin, la préparation publique du supplice s'intensifia. La place de grève fut préparée, les instruments de torture furent installés, et la nouvelle de l'exécution prochaine, dans tous ses détails horribles, se répandit comme une traînée de poudre. L'attente de la foule, avide de spectacle, transforma l'exécution en un événement de divertissement macabre, participant ainsi à l'escalade de la violence symbolique. Damien, nu et vulnérable, était déjà devenu un objet, son corps et sa souffrance étant devenus les instruments d'une démonstration de pouvoir ultime. L'isolement de Robert-François Damien, dès l'instant de son acte, fut total et impitoyable, ne laissant aucune place à la sympathie ou à la défense. Il n'y eut pas de complice pour le soutenir, pas d'allié pour plaider sa cause. Son geste fut celui d'un homme seul, mu par des convictions personnelles et des troubles psychologiques, le condamnant d'emblée à une solitude absolue face à la machinerie de l'État. Dès son arrestation, la Cour et les autorités firent front, ne laissant aucune brèche dans la narration officielle. Damien était un régicide, un monstre solitaire. Et toute tentative d'attribuer ses motivations à une cause plus large, comme la querelle janséniste ou les critiques parlementaires, fut activement réprimée. Ceux qui auraient pu, de loin, partager ces critiques envers le roi, se rétractèrent et condamnèrent l'acte avec la plus grande véhémence, craignant d'être associés à un crime de lèse-majesté aussi grave. La peur d'être soupçonné de complicité, même indirecte, provoqua un mouvement général de rejet. Les milieux jansénistes et parlementaires, bien qu'ils aient été l'objet de ses préoccupations, se désolidarisèrent immédiatement et publiquement de lui, le traitant de fou ou de fanatique isolé. Personne n'osa défendre un homme qui avait osé lever la main sur le roi. Cette isolation fut amplifiée par le secret et la brutalité de sa détention. Enchaîné, soumis à la torture. Il fut privé de tout contact avec le monde extérieur, sans avocat pour le défendre, sans visite de proches ou de sympathisants. Il fut totalement coupé de l'humanité, transformé en un objet d'étude pour ses bourreaux, et en un sujet de curiosité morbide pour le public. Cette absence de voix extérieure pour le soutenir ou pour contester la version officielle des faits renforça son statut d'individu dangereux et déviant. Totalement coupé de la société, le manque de complices, que les interrogateurs cherchèrent désespérément à lui faire avouer, paradoxalement, renforça son isolement. S'il y avait eu une conspiration, Damiens aurait pu être une pièce d'un échiquier politique, mais en étant seul, il ne fut qu'une victime sacrificielle, dont la destruction devait être totale et sans appel. Sa faiblesse, son instabilité mentale et sa solitude furent des éléments qui permirent au pouvoir de le modeler en l'incarnation du mal, sans que personne ne puisse s'interposer. La société tout entière, par peur ou par adhésion au pouvoir royal, le rejeta, le transformant en un paria absolu, avant même que sa chair ne soit déchirée par les tenailles. Face à l'étau implacable de la justice royale, Damien tenta quelques mesures désespérées, mais celles-ci se révélèrent pathétiques et vaines, soulignant davantage son impuissance et sa solitude. Sa première tentative fut de minimiser son acte et de justifier ses intentions. Lors de ses interrogatoires initiaux, et même plus tard devant ses juges, Damiens insista sur le fait qu'il n'avait pas l'intention de tuer le roi.
Il affirma qu'il voulait seulement l'avertir, le toucher pour le forcer à changer sa politique. En particulier en ce qui concernait la querelle janséniste et la réconciliation avec le Parlement. Il se posa en messager divin, un homme pieux agissant pour le bien du roi et du royaume. Il espérait que cette explication, bien que déformée, atténuerait la gravité de son crime de lèse-majesté. Mais cette défense fut balayée d'un revers de main par des magistrats qui ne voyaient en lui qu'un régicide et un blasphémateur. Sa version des faits fut ignorée, car elle ne correspondait pas au récit qu'il souhaitait construire pour le châtiment. Une autre mesure désespérée fut ses tentatives, souvent confuses, de dénoncer des complots ou des individus, espérant ainsi détourner l'attention ou s'attirer une forme de clémence, sous la torture. Il nomma des personnes qu'il avait rencontrées dans les cercles parlementaires ou jansénistes, ou dont il avait entendu les critiques acerbes contre le roi. Mais ces dénonciations furent jugées sans consistance. Ou comme les délires d'un esprit tourmenté, la cour, qui avait d'abord craint une vaste conspiration, comprit rapidement que Damien était un homme seul. Ces tentatives de délation ne firent que renforcer l'image d'un homme peu fiable, dont les paroles, même sous la torture, ne méritaient pas d'être crues. Il tenta également de faire appel à la miséricorde du roi, qu'il croyait être la victime de mauvais conseillers plutôt qu'un monarque tyrannique. Il écrivit des lettres, ou dicta des messages, demandant pardon au bon roi, affirmant sa loyauté envers la couronne malgré son geste. Ces appels furent sans écho. Louis XV, blessé et choqué par l'attentat, resta indifférent à ses supplications. Le pouvoir royal n'avait aucune intention de montrer de la pitié, car la clémence aurait affaibli le message de terreur qu'il souhaitait envoyer. Enfin, Damien eut des tentatives désespérées de se rétracter de certains aveux obtenus sous la torture, affirmant avoir parlé sous la contrainte. Mais ces rétractations furent également ignorées, car le système judiciaire avait déjà atteint son objectif, légitimer sa condamnation exemplaire. Toutes ces tentatives désespérées de Damien ne firent assainir que souligner son impuissance face à la machine impitoyable de la justice royale, qu'il avait déjà condamné avant même le verdict. Le point de non-retour pour Robert-François Damien, scellant définitivement son destin au-delà de toute clémence, fut la lecture et la confirmation de la sentence par le Parlement de Paris le 26 mars 1757. Ce jour-là, le sort de Damien fut irrévocablement jeté dans les flammes de l'horreur. Après des semaines d'interrogatoires intenses, de confrontations avec les témoignages et d'application de la question, le Parlement, agissant au nom du roi, prononça le jugement. La sentence fut d'une cruauté délibérée et archaïque, digne des crimes de lèse-majesté les plus graves du Moyen-Âge, et fut lue en public pour que nul n'en ignore les détails terrifiants. Damiens était condamné à faire amende honorable devant la principale porte de l'église de Paris, pieds nus, en chemise, et tenant une torche de cire ardente, avouant son crime et demandant pardon à Dieu, au roi et à la justice. Ce rituel d'humiliation publique visait à le dépouiller de toute dignité, avant même les tortures physiques. Le point de non-retour, le plus effrayant, fut la description détaillée des tortures et du supplice qu'il devait endurer. La sentence précisait que sa main droite, celle qui avait porté le couteau, serait brûlée avec du soufre. Ensuite, sur les parties de son corps, bras, cuisses, mamelles seraient appliquées des tenailles rougies au feu pour lui arracher la chair. Puis, dans les plaies, seraient versées des substances en fusion du plomb fondu, de l'huile bouillante, de la résine ardente, de la cire fondue et du soufre. Enfin, il serait écartelé par 4 chevaux, ses membres tirés jusqu'à ce que son corps se déchire. Et si l'écartèlement échouait, son corps serait démembré et jeté au feu. Chaque mot de cette sentence était une condamnation à une agonie méthodique et prolongée.
ne laissant aucune place à la pitié ou à une mort rapide. L'horreur était codifiée, planifiée, rendue publique. Pour Damien, enfermé dans sa cellule et probablement informé des détails de son sort, ce fut le moment où toute illusion de survie ou de miséricorde s'éteignit. Il savait désormais précisément ce qui l'attendait. Et l'attente de ce châtiment démesuré devint une torture psychologique insoutenable. Le Parlement, en rendant une sentence aussi cruelle et en la rendant publique, montrait sa détermination à écraser toute forme de contestation et à réaffirmer le pouvoir absolu du roi par la terreur. Le point de non-retour fut atteint non seulement pour Damien, mais aussi pour l'Ancien Régime, qui, en s'accrochant à une telle barbarie, signait son propre arrêt de mort morale aux yeux d'une Europe de plus en plus éclairée. Les jours et les heures précédant l'exécution de Damien furent une préparation minutieuse, transformant son corps et l'espace public en instruments du spectacle de la souveraineté. Pour Damien lui-même, cette préparation fut une descente progressive dans la terreur et la déshumanisation. Le 27 mars, la veille de l'exécution, il fut soumis à une dernière séance de questions extraordinaires au Parlement, visant à lui faire avouer d'ultimes complices. Cette torture finale, juste avant le supplice, avait pour but de le briser totalement, de le réduire à un corps sans volonté, incapable de tout acte de dignité ou de rébellion sur l'échafaud. Il fut ramené dans sa cellule de la conciergerie, épuisé, brisé physiquement, et n'ayant plus que quelques heures à vivre. Pendant cette attente, un confesseur fut autorisé à venir le voir. Damien, bien que n'ayant jamais renié Dieu, était en proie à une angoisse terrible face à la damnation éternelle, et chercha le réconfort spirituel. Cette préparation spirituelle était importante pour l'Église et la monarchie, car elle montrait que même le régicide pouvait se repentir, renforçant le pouvoir de l'absolution et de l'ordre divin. Pour la place de Grève, la préparation fut celle d'un théâtre de la mort. Dès l'annonce de la sentence, les charpentiers et les ouvriers s'activèrent. Un échafaud surélevé fut construit au centre de la place, assurant une visibilité maximale pour la foule immense attendue. Des potences et des poteaux furent dressés, et des instruments de torture spécialement forgés pour l'occasion furent mis en place. Les tenailles, rougies au feu, les brûleurs pour le soufre, les marmites pour les liquides en fusion, les chevaux, destinés à l'écartèlement, furent amenés sur les lieux et préparés. Chaque détail de l'installation était pensé pour maximiser l'impact visuel et auditif de la souffrance. Le dispositif de sécurité fut colossal. Des centaines de gardes suisses, de mousquetaires, de cavalerie et de miliciens furent déployés autour de la place et le long du trajet, entre la conciergerie et la place de Grève, pour contenir la foule et prévenir toute tentative de trouble ou d'évasion. Des patrouilles sillonnèrent les rues, rappelant à tous la puissance de l'État. La préparation comprenait également la diffusion des détails du supplice. Les gravures et les récits de la sentence circulèrent. Augmentant la curiosité et l'effroi, la perspective d'un spectacle aussi effroyable attira des spectateurs de tous horizons, y compris des figures de la noblesse et de l'intelligentsia, qui se pressaient aux fenêtres des maisons environnantes pour observer le spectacle. Le corps de Damien, déjà déshumanisé par la torture et l'isolement, était désormais l'objet central d'une mise en scène. Un simple véhicule pour la démonstration terrifiante du pouvoir souverain. Le 28 mars 1757, sous un ciel gris et devant une foule dense et silencieuse, l'horreur annoncée se matérialisa sur la place de Grève. Robert-François Damien fut conduit de la conciergerie vers son calvaire, dans un simple chariot, nu jusqu'à la ceinture, le corps déjà marqué par les tortures.
L'atmosphère était celle d'une tension palpable, mêlée de curiosité morbide et d'un certain effroi. Le supplice commença par l'amende honorable, pieds nus, en chemise, une torche à la main. Damien fut forcé de réciter sa confession et de demander pardon devant l'église Notre-Dame, un acte d'humiliation publique destiné à briser son âme avant son corps. Puis, il fut conduit à l'échafaud, où l'attendaient les instruments de son martyre. La première étape fut le châtiment de la main régicide. Sa main droite, celle qui avait porté le couteau, fut attachée et brûlée au soufre. La chair se rôtit et se consuma, dégageant une odeur âcre de brûlé qui se répandit sur la place, provoquant un haut-le-cœur dans la foule. Damien hurla de douleur, un cri primal qui résonna dans le silence oppressant. Le spectacle de sa souffrance ne faisait que commencer. Ensuite, le bourreau et ses aides s'attaquèrent au corps, avec des tenailles rougies au feu. Ils arrachèrent des morceaux de chair sur ses bras, ses cuisses et ses mamelles. Chaque arrachement de chair vive produisait un cri insoutenable et une giclée de sang, exposant les muscles et les os. Les bourreaux, méthodiques, s'assuraient que Damien restait conscient, le réanimant avec des boissons pour prolonger l'agonie. Dans les plaies béantes, ils versèrent les substances en fusion du plomb, de l'huile bouillante, de la résine, de la cire et du soufre. La chair grésilla. Le corps se contracta dans des spasmes atroces, et l'odeur du brûlé devint insupportable. Damien criait, implorant la mort, sa voix rauque se perdant dans le murmure d'horreur de la foule. Mais le climax du supplice fut l'écartèlement. 4 chevaux furent attachés à ses membres, par des cordes, et commencèrent à tirer dans des directions opposées. La foule retenait son souffle, attendant le déchirement final. Mais les chevaux, ou la résistance du corps de Damien, ne parvinrent pas à le démembrer. L'écartèlement fut un échec répété. Les chevaux tirant, Damien hurlant, pendant de longues minutes, de plus en plus d'effroi. Le bourreau dut alors intervenir, découpant les jointures et les tendons avec une hache pour aider les chevaux à détacher les membres. Après plusieurs tentatives, les bras et les jambes furent arrachés un par un, sous les cris déchirants du supplicié, laissant un tronc sanglant sur la planche. Damien était encore vivant, ou du moins son tronc, pendant que ses membres étaient jetés dans le feu. Il succomba finalement, son corps démembré et consumé par les flammes du bûcher. Après plus de 2 heures d'un supplice inimaginable, la mort, pour Damien, fut une libération, un terme à une agonie qui marqua à jamais les esprits. Le spectacle du 28 mars 1757 sur la place de Grève ne s'acheva pas avec le dernier soupir de Damien. L'immédiat après-mort fut une scène d'une cruauté délibérée, visant à effacer toute trace du régicide et à graver dans les esprits la toute-puissance implacable du roi. Une fois Damien enfin mort, son corps fut découpé en plusieurs morceaux par le bourreau, confirmant l'exécution de la sentence d'écartèlement, même si elle avait été assistée par la hache. Les membres et le tronc, désormais séparés et sanguinolents, furent exposés à la vue de la foule, comme des trophées de la justice royale. Ce démembrement symbolisait la fragmentation du traître, sa destruction physique et morale aux yeux de la société. La vue des entrailles, des muscles et des os déchirés, encore fumant des brûlures, était insoutenable. Des témoins rapportèrent que l'odeur de chair brûlée et de sang imprégnait l'air de la place de Grève, provoquant des malaises et des hauts-le-cœur chez de nombreux spectateurs, même les plus endurcis. L'horreur sensorielle était totale, conçue pour marquer les esprits de manière indélébile. Les restes de Damiens ne furent pas laissés à la vue publique longtemps,
Pour éviter toute velléité de culte ou de récupération de la part de ses sympathisants, s'il en existait, le corps fut rapidement ramassé. Les débris de sa chair et de ses os furent jetés sur un bûcher, déjà préparé à cet effet et consumé par le feu. La cendre, mélange des restes de Damien et des bois du bûcher, fut ensuite dispersée au vent ou jetée à la Seine, afin qu'il ne subsistât plus aucune trace physique du criminel. Cette destruction totale de la dépouille était un acte symbolique fort, signifiant l'effacement complet de l'individu, sa réduction à néant, à la fois dans le corps et dans la mémoire collective. La place de Grève fut ensuite lavée à grande eau, le sang et les impuretés disparaissant des pavés, comme pour nettoyer la ville du crime et de sa punition. Cependant, l'impact psychologique du supplice, gravé dans la mémoire de ceux qui l'avaient observé, et dont les récits se propagèrent, ne put être effacé aussi facilement. L'immédiat après-mort de Damien fut donc une dernière démonstration du pouvoir souverain. Une liturgie de la destruction totale, qui laissa derrière elle non pas le silence, mais un hurlement de questionnement, l'exécution de Damien, dans sa brutalité outrancière, fut immédiatement instrumentalisée par la monarchie et ses partisans pour réaffirmer l'autorité royale. Mais elle eut aussi des effets pervers. Le premier effet fut une tentative de consolidation du pouvoir royal par la terreur. Le message était clair: toute atteinte au monarque serait punie par la plus extrême des souffrances. Et l'État était prêt à user de violence sans limite pour protéger l'ordre établi et le corps sacré du roi. Cela visait à intimider les opposants, qu'ils soient parlementaires, jansénistes ou critiques des Lumières, la cour, et en particulier le parti dévot, cherchait à montrer une fermeté retrouvée après des années de critiques. Le Parlement de Paris, qui avait prononcé la sentence, se montra d'une fidélité zélée à la couronne, renonçant pour l'occasion à ses velléités d'opposition, en participant à cette démonstration de justice expéditive. Les parlementaires espéraient prouver leur loyauté et leur attachement à la monarchie, même s'ils étaient en désaccord avec ses politiques. Cependant, cette démonstration eut aussi des effets contre-productifs. Loin de renforcer durablement l'autorité royale, la violence du supplice de Damien choqua une partie de l'opinion publique, même au sein des élites. Des voix s'élevèrent, discrètement d'abord, puis plus ouvertement, pour critiquer la barbarie des châtiments. Des observateurs étrangers, comme les ambassadeurs, envoyèrent des rapports horrifiés à leur cour, ternissant l'image de la France comme pays des Lumières. Cette cruauté fut perçue comme un signe de faiblesse et non de force, la marque d'un régime dépassé par les idées de son temps. La dénonciation de la torture et des châtiments corporels, déjà en marche dans les cercles philosophiques, s'intensifia. Des intellectuels comme Diderot ou Voltaire, bien que prudents, furent ébranlés par le supplice de Damien. Ce dernier, en particulier, correspondit avec des amis pour partager son dégoût et exprimer sa conviction que de telles méthodes étaient archaïques et inhumaines. L'horreur du supplice de Damien alimenta directement le débat sur la réforme pénale en Europe. Le livre de Beccaria, des délits et des peines, publié quelques années plus tard, trouva un écho puissant et sa critique de la cruauté des peines fut fortement influencée par des événements comme celui-ci. Ainsi, l'immédiat après-coup politique fut un paradoxe. La monarchie tenta de renforcer son pouvoir par la terreur, mais ne fit qu'accélérer la contestation intellectuelle et morale de son système judiciaire et, in fine, de sa légitimité. L'impact de l'exécution de Robert-François Damien, bien que n'ayant pas provoqué de révolution immédiate, résonna à travers les décennies, contribuant à saper la légitimité de la monarchie absolue et à façonner la pensée de la réforme pénale à long terme. Le supplice de Damien devint un symbole de la barbarie de l'Ancien Régime et de l'arbitraire de sa justice. Pour les philosophes des Lumières,
Il fut une preuve éclatante de la nécessité de réformer les lois et les châtiments, loin d'intimider. Cette cruauté démesurée fit scandale et alimenta le courant de pensée qui prônait des peines plus humaines, plus proportionnées au crime, et surtout, plus efficaces par leur certitude que par leur caractère spectaculaire et violent. Des figures majeures comme Voltaire et Michel Foucault analysèrent à son cas, en faisant un pivot de la réflexion sur le corps du condamné et l'exercice du pouvoir, la réforme pénale, qui se mit en place progressivement à la fin du XVIIIe siècle, fut directement influencée par l'horreur que le supplice de Damiens avait suscité. L'abolition de la torture, la suppression progressive des châtiments corporels publics et l'émergence d'une justice plus douce et plus prévisible peuvent être vues comme une réaction directe à l'indignation provoquée par ce type d'exécution. Le supplice de Damiens devint un point de référence pour ceux qui militaient pour une justice plus éclairée. Paradoxalement, la violence de son exécution contribua à délégitimer le principe même de la souveraineté absolue du roi, en voulant réaffirmer sa toute-puissance par la douleur. La monarchie exposa sa propre fragilité morale et son archaïsme face à une société en pleine mutation intellectuelle. Le corps sacré du roi, que l'on voulait protéger par un tel carnage, apparut d'autant plus vulnérable aux yeux de la raison. L'événement laissa une marque profonde dans la mémoire collective, même si le souvenir précis des détails s'estompa. Damiens resta le symbole du supplice horrible. Une figure de légende noire associée à la cruauté d'un temps révolu. Son nom devint synonyme de l'extrême souffrance infligée par l'État. L'affaire Damiens révéla également la fracture croissante entre le pouvoir et l'opinion publique. La cour et le Parlement pensaient régner par la terreur. Mais ils ne firent qu'accroître le ressentiment et la critique, sapant les bases de leur propre légitimité. Cette déconnexion grandissante allait culminer dans la Révolution française. Quelques décennies plus tard, la fin de Damiens fut donc bien plus qu'une simple exécution. Ce fut un événement pivot, un baromètre des tensions idéologiques et sociales qui, en voulant effrayer, ne fit qu'accélérer la marche vers un nouveau monde. L'analyse historique du supplice de Robert-François Damiens a transcendé la simple narration de l'horreur pour devenir un objet d'étude fondamentale sur la nature du pouvoir, de la pénalité et de la société d'Ancien Régime. Et son héritage continue de résonner dans la pensée contemporaine. Le cas Damiens est un exemple paradigmatique de la justice spectaculaire, comme l'a magistralement démontré Michel Foucault dans « Surveiller et punir ». Le supplice n'était pas seulement une punition, mais un rituel, politique et théâtral, où la souveraineté du monarque se manifestait sur le corps du condamné. Chaque étape de la torture, chaque mutilation, chaque cri était un moment de cette liturgie punitive. Un spectacle de réaffirmation du pouvoir royal dans sa dimension la plus absolue et la plus visible. Le corps du criminel devenait le terrain où le droit du roi à punir, héritier du droit divin, s'inscrivait dans la chair et dans les esprits. Le contraste entre la blessure et la peine est une clé d'analyse. La superficialité de la blessure infligée au roi par Damiens, à peine 1 centimètre de profondeur, est en décalage flagrant avec la barbarie inouïe de sa punition. Cela souligne que le crime n'était pas tant une atteinte physique qu'une offense symbolique à la majesté sacrée du monarque. La punition était proportionnée non pas à la gravité matérielle du geste, mais à la transgression symbolique de l'ordre divin et politique. Ce qui justifiait les plus grandes atrocités pour purifier le sacrilège. L'échec de la démonstration de pouvoir à long terme est un aspect crucial de son héritage. Alors que le supplice était censé imprimer la peur et l'obéissance, il eut l'effet inverse sur les élites éclairées et une partie de l'opinion publique. Il fut perçu comme un acte de barbarie archaïque et inhumaine, révélant la fragilité morale d'un régime qui s'accrochait à la cruauté
pour maintenir son autorité. Loin de renforcer l'absolutisme, il contribua à le délégitimer, alimentant le courant de pensée favorable à la réforme pénale. Le legs de Damiens est donc intrinsèquement lié à la naissance d'une nouvelle conception de la justice. Son supplice est souvent considéré comme le dernier grand spectacle de la justice d'Ancien Régime en France, marquant un tournant vers des peines plus humaines et moins publiques. Il accéléra la réflexion sur la torture, la peine de mort et la proportionnalité des peines, ouvrant la voie aux réformes des Lumières qui culmineront dans la Révolution française. Enfin, Damiens lui-même, l'homme simple et tourmenté, est devenu un symbole paradoxal. Non pas un martyr ou un héros, mais la figure du supplicié, dont le corps fut transformé en objet politique et dont la souffrance incarna l'agonie d'un système. Son nom est désormais inséparable de l'horreur judiciaire, un avertissement sur les dangers de l'arbitraire et de la cruauté étatique. Le supplice de Robert-François Damiens, spectacle d'une barbarie inouïe au cœur du siècle des Lumières, offre des leçons intemporelles et troublantes sur la nature du pouvoir, de la justice et de la condition humaine. C'est un miroir sombre de la peur, de la cruauté et des paradoxes de l'histoire. La première leçon est la tentation de la terreur comme instrument du pouvoir. Face à une contestation grandissante, la monarchie absolue s'est accrochée à la violence la plus archaïque pour tenter d'affirmer sa souveraineté. Le supplice de Damiens est un rappel brutal que, lorsqu'un régime se sent menacé, il peut recourir à des démonstrations de cruauté extrême, espérant graver la peur dans les cœurs de ses sujets. La deuxième leçon est l'incapacité de la violence à masquer la fragilité, loin de renforcer durablement l'autorité royale. La démesure de la punition de Damiens a révélé la faiblesse morale de la monarchie. Dans un monde de plus en plus éclairé, cette barbarie a choqué, aliénant une partie des élites et des observateurs étrangers, et accélérant la critique de l'arbitraire de l'Ancien Régime. La violence, dans ce cas, fut un aveu de désespoir, et non une preuve de force inébranlable. La troisième leçon est la déshumanisation du coupable comme prélude au châtiment absolu. Le corps de Damiens fut transformé en un simple instrument, un tableau vivant de la justice royale, dépouillé de toute dignité avant même sa destruction physique. Cela nous interroge sur la manière dont les systèmes judiciaires peuvent réduire l'individu à un simple objet, justifiant l'injustifiable au nom de la raison d'État ou de la vengeance symbolique. La quatrième leçon est le paradoxe de la pénalité spectaculaire, conçue pour être un avertissement. La cruauté du supplice de Damiens a paradoxalement contribué à sa propre disparition. Elle a alimenté les débats sur la réforme pénale en Europe, poussant à l'abandon de la torture et des exécutions publiques au profit de peines plus humaines et plus systématiques, comme la prison. Le Damiens de l'Ancien Régime a contribué à tuer le système qui l'a condamné. Enfin, l'histoire de Damiens est un rappel constant de la longue et douloureuse marche vers la justice et la civilisation. Elle nous confronte à la question de savoir comment une société peut concilier l'ordre et la sécurité avec la dignité humaine. Et comment elle choisit de traiter ceux qui la défient. La place de Grève, jadis théâtre d'horreur, est aujourd'hui une place de paix. Mais le souvenir des cris de Damiens résonne, encore, comme un avertissement éternel contre l'arbitraire, le fanatisme et la tentation de la cruauté. Même au nom de la loi,